avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ils pensaient qu'elle n'était qu'une femme noire, et ont signé leur condamnation. Dans le tumulte des rues de Chicago, où les gratte-ciels se dressent comme des forteresses de verre et d'arrogance, où les fortunes se bâtissent et se détruisent autour de tables de marbre dans des bureaux au 100e étage, Monica Jefferson, 43 ans, avançait dans la ville avec la discrétion d'une reine masquée. Elle n'attirait pas les regards tapageurs des médias ni les flatteries opportunistes des courtisans du pouvoir. Non. Son pouvoir à elle était silencieux. Tranchant. Ancré. Elle n'était pas née dans ce monde, elle n'avait pas hérité d'un empire, ni reçu de coups de pouce d'un parrain bienveillant. Elle y était entrée par la grande porte qu'elle avait elle-même construite, seule, sous la pluie, à la lueur vacillante de sa volonté. Chaque brique de cette porte avait été posée avec des nuits blanches, des sacrifices personnels, des humiliations encaissées sans plier, des stratégies peaufinées dans l'ombre. C'était une œuvre de résistance patiente, née d'un feu intérieur que personne n'avait su éteindre. Monica venait de Englewood, un quartier oublié, dont les cartes de l'investissement étaient soigneusement vidées par les banquiers. Là-bas, les sirènes de police remplaçaient les cloches d'église, et les enfants apprenaient plus vite à repérer un danger qu'à lire l'alphabet. Son père, Clarence Jefferson, mécanicien aux doigts blessés et au cœur immense, mourut d'un infarctus dans un garage surchauffé alors qu'elle n'avait que 12 ans. Sa mère, Darlene, infirmière de nuit dans un hôpital sous-financé, élevait ses 3 enfants en récitant des psaumes pour tenir debout. C'est là, dans cet environnement dur, que Monica comprit très jeune une vérité brutale. Personne ne viendrait la sauver. Ni l'État, ni le destin, ni un homme providentiel. Elle apprit à lire les contrats comme d'autres lisent les romans, à décrypter les visages, à anticiper les silences. Elle se plongea dans l'économie, l'urbanisme, l'histoire des dynasties financières. Elle ne rêvait pas de devenir riche. Elle rêvait de comprendre les rouages du pouvoir, pour les infiltrer, les retourner, les posséder. Adolescente, elle passait ses après-midi à la bibliothèque Harold Washington pendant que d'autres traînaient dans les rues. Elle lisait les rapports de développement urbain, décortiquait les trajectoires d'hommes comme Rockefeller ou Sam Zell, et regardait d'un œil critique comment les grands projets excluaient systématiquement les gens qui leur ressemblaient. Admise à la Wharton School of Business, grâce à une bourse d'excellence, elle entra dans un monde froid, élitiste, sceptique devant sa présence. Mais elle ne se laissa jamais intimider. Bilingue, grâce à une voisine portoricaine qui lui avait appris l'espagnol, brillante, calme, elle se forma à la négociation, à la finance, aux fusions-acquisitions, à la psychologie du pouvoir. Pendant que ses camarades organisaient des cocktails pour impressionner les recruteurs, Monica observait, apprenait, planifiait. Elle savait que son chemin ne passerait pas par les raccourcis. Elle ne voulait pas être intégrée, elle voulait renverser la table. À sa sortie de Wharton, elle refusa les postes bien rémunérés dans les firmes classiques. Elle choisit d'apprendre sur le terrain. Elle travailla dans une petite agence de gestion immobilière à Bronzeville, puis dans une entreprise de redéveloppement urbain qui spéculait sur les quartiers en gentrification. Elle observait les méthodes, les montages juridiques, les dynamiques d'exclusion. Elle voyait comment on faisait mine d'aider les communautés pauvres tout en les déplaçant. Alors elle prit des notes. Elle apprit à parler le langage des investisseurs, à séduire les banquiers, à lire dans les yeux des notaires ce qu'ils ne disaient pas. Chaque rire condescendant à son encontre devenait pour elle un rappel, un carburant. Elle se faisait souvent passer pour une simple consultante ou une assistante. On la sous-estimait, et c'était parfait. Elle savait que les plus grands coups se préparent dans l'invisibilité. Alors que ses anciens collègues affichaient leur succès sur LinkedIn, elle bâtissait dans le silence un réseau d'actionnaires minoritaires, achetait des parts dans l'ombre, signait avec prudence, effaçait ses traces. Elle anticipait, contournait, se préparait. Et quand le moment serait venu, elle ne frapperait pas à la porte du pouvoir. Elle l'enfoncerait avec élégance. Ce matin-là, le 24 mars, une brume légère s'élevait au-dessus du lac Michigan, rendant l'horizon flou, presque irréel. Mais au sommet du Lakeview Business Center, tout était parfaitement clair, 6 hommes, tous blancs, tous millionnaires, pour certains milliardaires, membres d'un cercle d'influenceurs économiques que la presse surnommait
le club invisible, s'apprêtait à finaliser ce qu'ils croyaient être leur plus belle opération de l'année, le rachat complet du Jefferson Tower Complex, un projet de 3 tours luxueuses, avec vue sur le lac, à 2 pas du quartier financier. Installés autour d'une table en acajou massif, dans une salle de conférence où le cuir, le chrome et les œuvres d'art contemporaines se disputaient le goût du prestige, ils se félicitaient déjà entre eux. Charles Whitmore, patriarche du groupe, cheveux blancs, montre suisse, et ego plus solide que ses reins, ajustait ses lunettes en consultant les documents. Thomas Granger, plus jeune, héritier d'une fortune familiale, pianotait distraitement sur son téléphone, répondant à des messages sans lever la tête. Dean Bishop, Frédéric Cole, Stephen Raskin et Jonathan Myers, tous assis dans un demi-cercle parfaitement aligné, échangeaient des propos à mi-voix sur les avantages fiscaux à tirer de cette acquisition. Depuis plusieurs mois, ils avaient œuvré en coulisses, achetant des parts à des actionnaires secondaires, orchestrant des rachats éclairs et négociant des options avec des sociétés écrans. Le but était simple, prendre le contrôle total du projet, pour en faire un emblème de leur domination sur le paysage urbain de Chicago. Une seule variable leur échappait, ou plutôt, ils croyaient l'avoir neutralisée, Monica Jefferson, une femme noire qu'ils considéraient comme un simple pion dans une stratégie qui les dépassait à peine. Ils avaient vaguement entendu son nom dans quelques échanges. On leur avait dit qu'elle avait racheté des parts ici et là, par l'intermédiaire d'un fonds au nom discret. Mais rien de menaçant. Dans leur esprit, une femme noire venue d'Anglewood ne pouvait pas jouer à leur niveau. Ils pensaient qu'elle était la façade d'un autre investisseur, ou une ambition locale qu'on pourrait écarter à coups de millions. À 10h01, la porte s'ouvrit. Monica entra. Vêtue d'un tailleur bleu nuit impeccable, aux lignes sobres mais coupées sur mesure, elle dégageait une autorité silencieuse. À ses côtés, Jasmine Reed, son assistante personnelle, jeune femme vive, prenait déjà des notes sur sa tablette. À peine avait-elle franchi le seuil que Charles Whitmore se pencha vers son voisin avec un sourire narquois. « Je suppose que le service traiteur est déjà passé », murmura-t-il avec suffisance. Monica ne réagit pas. Son visage était figé dans une maîtrise parfaite. Ses yeux balayaient calmement la pièce, comme si elle notait mentalement chaque détail, chaque posture, chaque froncement de sourcils. Thomas Granger, sans lever les yeux de son écran, lança. « Les actionnaires majeurs sont en retard ?» Un ricanement discret suivit. L'air était épais, saturé de condescendance. Mais Monica n'était pas venue pour répondre. Elle s'avança jusqu'à l'extrémité de la table, y déposa doucement un porte-document en cuir, puis recula d'un pas. Elle laissa leur propre ignorance remplir le silence. À 10h03, la porte se referma derrière maître Ronald Ellis, un avocat redouté dans les cercles d'affaires, spécialiste des acquisitions croisées et des montages financiers internationaux. Sa présence aurait dû suffire à éveiller les soupçons, mais l'arrogance a ceci de dangereux, elle rend aveugle aux signaux d'alerte. Il s'installa calmement aux côtés de Monica. Ouvrit son ordinateur portable. Clac. L'écran s'alluma. Tout était prêt. L'un des hommes, Frédéric Cole, assis près de la baie vitrée avec vue sur le lac, soupira en consultant sa montre. Sa voix monotone, usée par des décennies de réunions et de transactions automatiques, résonna dans la salle. Bon, passons aux signatures. Le deal est simple, nous récupérons les derniers lots minoritaires, et la direction du projet passe entièrement sous notre contrôle. Plusieurs hochèrent la tête machinalement. Le stylo Mont Blanc de Charles Whitmore était déjà dans sa main. Les documents, préparés à l'avance, n'attendaient plus que l'encre de leur arrogance. C'est à ce moment précis que Monica leva la main, lentement, comme si elle arrêtait le cours d'un fleuve. « Je crois qu'il y a une erreur dans votre lecture des documents. » Un frisson à peine perceptible traversa la pièce. L'interruption était inhabituelle. Non prévue. Irritante. Whitmore fronça les sourcils, sans même chercher à cacher son exaspération. « Et pourquoi donc, grogna-t-il, sur un ton qui disait tout, qui êtes-vous pour interrompre ce que vous ne comprenez pas ?» Monica, imperturbable, ouvrit son dossier. Chaque geste était maîtrisé, mesuré, presque chorégraphié. Elle sortit une pile de documents reliés, marqués de sceaux officiels, de signatures notariées, de numéros d'enregistrement.
Elle les déposa au centre de la table, comme on pose une bombe dont on a déjà retiré la goupille. Au cours des 6 derniers mois, j'ai racheté discrètement les parts de 11 actionnaires silencieux. Y compris celle de la holding secondaire Northbridge Capital, qui, si je ne me trompe pas, Monsieur Whitmore, vous appartient à 80%. Le silence qui suivit fut brutal. Viscéral. Le poids des mots s'écrasa sur eux comme un plafond qui s'effondre sans prévenir. Des regards se croisèrent, vides de compréhension. Granger se raidit, sa mâchoire se crispa. Il se mit à taper fébrilement sur son téléphone, tentant de joindre son avocat. Pas de réponse. Dean Bishop se pencha vers un document, cherchant frénétiquement une clause, un oubli, une erreur. En vain. Monica poursuivit, sa voix toujours calme, presque douce, mais chaque mot portait la précision d'un scalpel. En vérité, depuis ce matin, à 9h tapantes, le dernier transfert a été validé par les autorités financières. Cela m'amène à posséder 68% du capital total du complexe Jefferson Tower. Un bruit discret de gorge nouée s'échappa de Stephen Raskin. Il tenta de parler, mais n'y parvint pas. Ce que vous croyez être une réunion de conquête, dit-elle en regardant chaque homme dans les yeux, un par un, est en réalité une réunion d'introduction. Jonathan Myers, blême, murmura. Introduction, à quoi? Monica marqua une pause. Elle laissa planer le silence quelques secondes de plus. Elle voulait que le moment s'imprime dans leur mémoire, qu'ils s'en souviennent chaque fois qu'ils verront une femme noire entrer dans une salle de conseil. Puis elle répondit, avec un sourire à peine esquissé. À votre nouvelle propriétaire. Le mot « propriétaire » fit l'effet d'un électrochoc. Les épaules se raidirent. Les regards fuyaient. Certains, soudain, semblaient mal à l'aise dans leur propre fauteuil. Whitmore, rouge de honte et de colère, s'adossa lentement à son siège, fixant Monica comme s'il voyait son propre échec pour la première fois de sa vie. Ce fut un séisme silencieux, mais plus dévastateur que n'importe quelle tempête financière. Le genre de moment où le sol ne tremble pas, mais où les certitudes s'effondrent. Ils avaient signé. 1-1. Par paresse. Par certitude. Par cette arrogance de ceux qui croient que le pouvoir leur appartient par nature. Pendant des mois, ils avaient ricané, spéculé, ignoré les signaux faibles. Trop confiants dans leurs structures opaques, dans leurs holdings aux multiples niveaux, dans leurs juristes trop payés pour poser les bonnes questions. Ils n'avaient jamais pris le temps de se demander qui était vraiment Monica Jefferson. Ils savaient qu'elle venait d'Anglewood. Un nom qui, pour eux, signifiait pauvreté, violence, insignifiance. Ils n'avaient vu qu'une femme noire issue d'un quartier qu'ils avaient depuis toujours effacé de leur carte mentale. Mais ce qu'ils avaient refusé de voir, c'est qu'elle les avait battus à leur propre jeu, avec leurs propres règles, leurs outils, leurs structures. Et surtout, leur mépris. Thomas Granger, le plus jeune du groupe, tentant de contenir l'humiliation, tout sauta pour reprendre contenance. D'une voix mal assurée, il demanda. « Quelles sont vos intentions, Madame Jefferson ?» Le silence fut presque religieux. Même les bruits de la ville, au loin, semblaient s'être tus. Monica tourna doucement la tête vers lui. Elle fixa Granger droit dans les yeux, non pas avec colère, mais avec la force tranquille de celle qui n'a plus rien à prouver. « Mes intentions, répéta-t-elle, en croisant les bras. Redéfinir qui détient le pouvoir dans cette ville. Ce complexe portera toujours le nom Jefferson, pas pour flatter mon ego. Je n'en ai pas besoin. Ce nom n'est pas un trophée. C'est un repère. » Elle marqua une pause, balayant lentement la pièce du regard, les fixant un à un. Ils étaient là, 6 hommes, figés dans leur fauteuil hors de prix, eux qui dirigeaient des empires, mais qui à cet instant, ne pouvaient plus rien faire. Puis sa voix se fit plus grave, plus intense. Je veux que chaque jeune fille noire, chaque enfant qui marche dans les rues d'Anglewood, chaque adolescent qu'on croit condamné à échouer, puisse lever les yeux vers ces tours, et se dire, quelqu'un comme moi peut posséder tout ça. Elle attrapa son dossier, referma lentement la boucle de cuir, puis ajouta. Vous avez cru que je cherchais une place à votre table. Mais moi, j'ai construit la mienne. Et devinez quoi? Vous y êtes désormais assis en tant qu'invité. Elle se leva.
Le bruit de sa chaise glissant sur le parquet fut le seul mouvement dans une pièce paralysée. Jasmine Reed lui tendit son manteau sans un mot. Maître Ellis, l'air satisfait, referma son ordinateur portable d'un clic sec. Sans se retourner, Monica ajouta simplement. La prochaine fois, pensez à lire ce que vous signez. Et elle sortit, avec la même élégance calme qu'elle avait en entrant. Derrière elle, il ne restait que le silence. Mais ce n'était plus celui du pouvoir. C'était celui de l'échec. D'un monde qui venait de changer de main sans s'en rendre compte. Ils restèrent là, pétrifiés, figés dans un mélange d'incompréhension, de rage rentrée, et surtout de peur, celle de devoir vivre désormais dans un paysage où le pouvoir ne leur était plus garanti. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Chicago, une nouvelle secoua la ville comme une onde de choc. Ce n'était plus un simple rachat immobilier. C'était un bouleversement symbolique, un tremblement de terre dans les cercles du pouvoir. Les titres de la presse économique se succédaient, chacun plus stupéfait et admiratif que le précédent. Forbes, la femme noire qui a retourné le marché de Chicago. Bloomberg, Jefferson Tower, l'OPA silencieuse la plus brillante de la décennie. CNN Business, Monica Jefferson, symbole d'une nouvelle génération de pouvoir noir. The New York Times, elle n'a pas crié. Elle a conquis. Sur les plateaux télé, les experts débattaient. Les uns saluaient son audace stratégique, d'autres s'interrogeaient sur le vide juridique que son coup de maître révélait. Mais tous reconnaissaient une chose, Monica Jefferson venait de redéfinir les règles du jeu dans un monde dominé depuis toujours par une élite homogène. Les chaînes généralistes montrèrent des images d'elle, sortant du Lakeview Business Center, silhouette droite, visage impassible. En fond sonore, des analystes parlaient de « révolution silencieuse », de « réappropriation du capital ». Mais Monica, elle, ne perdit pas une seconde dans les salons dorés des talk-shows. Ce n'était pas une revanche personnelle. C'était une fondation. Une passerelle. Une brèche dans le mur. Dans les semaines suivantes, Monica annonça la création d'un fonds d'investissement communautaire baptisé Rise Equity. Doté de plusieurs dizaines de millions de dollars, il visait à financer les projets d'entrepreneurs issus des quartiers marginalisés, souvent ignorés par les banques traditionnelles. Elle déclara lors d'un discours au Chicago Urban Innovation Forum. Le talent n'a jamais été le problème. L'accès au capital, oui. Je ne veux pas seulement posséder des tours. Je veux que d'autres les construisent. Je veux que le rêve ne s'arrête pas à moi. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle lança aussi une bourse annuelle, nommée The Darlene Jefferson Fellowship, en hommage à sa mère. Cette bourse couvrait l'intégralité des frais pour de jeunes femmes afro-américaines admises dans les meilleures écoles de commerce du pays, notamment Wharton, NYU Stern et Howard University. La première promotion de boursière fut présentée en grande pompe au pied même des tours Jefferson, là où un jour plus tôt, on ne pensait pas qu'une femme noire pouvait être propriétaire des lieux. Les jeunes femmes, vêtues de robes élégantes, les yeux brillants de fierté, posèrent sur le toit d'une des tours, avec Monica au centre, main sur le cœur. Quand un journaliste de The Atlantic lui demanda ce qu'elle avait ressenti en humiliant ces hommes de pouvoir, Monica resta silencieuse un instant. Puis elle répondit, les yeux droits dans l'objectif. Ce n'était pas une vengeance. C'était une réparation silencieuse. Une réponse à des générations d'invisibilité. Je n'ai pas levé la voix, je n'ai cassé aucune porte. J'ai juste regardé là où eux refusaient de voir, et j'ai avancé. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Ils l'avaient vue entrer comme une simple femme noire, une anomalie dans un monde codé par et pour eux. Ils l'avaient ignorée. Méprisée. Rabaissée. Mais ils ne l'avaient pas vue venir comme un typhon de stratégie, de sang-froid et de dignité. Ils avaient signé les documents, convaincus de gagner une bataille. Mais en sous-estimant Monica Jefferson, ils avaient signé leur propre condamnation. Et pendant qu'ils tentaient encore de comprendre ce qui s'était passé, le monde, lui, avait déjà changé.